Le silence à la mémoire de notre frère et ami et compatriote, Lamine Mangane. Je vous demande à tous de vous lever, d'observer la minute de silence à la mémoire de notre frère. Merci. Lamine Mangane a été assassiné parce qu'il ne voulait pas, et comme la majorité de nos compatriotes qui ont manifesté pacifiquement dans les rues, qu'on confisque sa nationalité pour des raisons racistes et ségrégationnistes. Madame, mademoiselles et messieurs, à situation préoccupante, débat sérieux et esquisse de solutions pacifiques et adaptées, les autorités de nos chefs avec à leur tête le général Abdelaziz ont décidé de mettre le feu à la maison, Mauritanie, notre patrimoine commun, en brandissant un enrôlement raciste et ségrégationniste qui a ébranlé l'unité nationale des gens débris. Les fins avouées dans tel enrôlement étaient à déchoir des milliers de citoyens noirs de leur nationalité parce que non arabes, en l'occurrence les Haratines, les Soninké, les Poulars, les Wolofs et les Bambara. Des voix sages de tous bords se sont levées pour dénoncer et alerter du danger de cette procédure. Des manifestations pacifiques ont été organisées dans beaucoup de villes en Mauritanie pour réclamer l'arrêt immédiat de cet enrôlement à l'étranger. À l'étranger, la diaspora mauritanienne s'était aussi mobilisée pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. En amont, cet enrôlement est devenu impopulaire. Malheureusement, lors de ces manifestations en Mauritanie, les autorités sécuritaires ont usé des armes de guerre contre une population désarmée qui réclamait son droit de citoyen pour la réprimer, et le bilan s'est soldé par la mort de Lamine Mangane et l'on a enregistré de nombreux blessés, dont certains sont dans un état grave, comme c'est le cas de Bakary Batili. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Organisation contre les violations des droits humains en Mauritanie vous convie avec le concours de nos imminents conférenciers à cette journée de débat et d'échange entre Mauritaniens pour canaliser nos efforts communs, afin d'exiger des autorités mauritaniennes l'arrêt immédiat de ce recensement qui dresse les Mauritaniens les uns contre les autres. Nous ne devons jamais nous comporter comme des passagers d'un avion dont le gouvernail est en feu, et au lieu de trouver des solutions d'extinction de ce feu, chacun regarde sous son siège pour trouver son parachute. L'avenir de la Mauritanie, qu'on le veuille ou non, se conjuguera en noir et blanc, et on ne le sera jamais. Je déclare donc ouvert ces échanges entre Mauritaniens, et je remercie particulièrement parmi nous notre jeune Bamamadou Kalidou, qui est là, qui a bien voulu en tout cas nous rejoindre pour en tout cas faire cette conférence ensemble, alors que initialement il était prévu 2 conférences. Je pensais que c'était vraiment diminuer nos forces, c'était vraiment diminuer notre élan pour que nous ne puissions pas faire grand-chose. En tout cas, je salue son courage et je salue en tout cas leur militantisme sur le terrain. Il est parmi nous aujourd'hui, il dira beaucoup de choses. Et je pense que cette synergie-là est partie encore pour que nous puissions, dans le futur, croiser le fer avec, en tout cas, le système raciste et discriminatoire de la Mauritanie. Je laisse la parole donc au modérateur qui va modérer la réunion. Ce que je vous demande, c'est un peu de discipline et pardon, de grâce, éteignons nos portables de telle sorte qu'on puisse s'entendre. Si on vient dans une conférence, si on ne s'entend pas, ça ne sert à rien. Et la discipline est la base de tout. Si on n'est pas discipliné, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire grand-chose. Et je vous remercie. Alors, merci M. Diagana. Donc, la parole va être donnée en premier à Bernard Moukali, qui est donc à la fois chercheur et enseignant, mais aussi membre du mouvement transcoordonnateur, et je précisera tout à l'heure, touche pas à la nationalité en Mauritanie, qui va nous parler de la cohabitation en Mauritanie et aussi les esquisses de solutions éventuellement sur question. Il y a normalement M. Baïmout, Maître Baïmout, qui devait être là aussi, mais qui est en route, qui va parler de l'identité nationale en Mauritanie. C'est une question, à mon avis, qui est en synergie avec celle que va évoquer Mahmoud Khalidi.
Je vais laisser la parole en premier et une fois qu'il aura fini de parler, on fera une première pause avec une série de questions et par la suite on passera au deuxième conférencier qui est Ousmane Sao qui va nous parler de la place de la jeunesse mauritanienne, de la jeunesse dans la société mauritanienne et qui se pose des questions, des perspectives d'avenir pour cette jeunesse-là. Entre autres, si je m'abuse, comment appréhende-t-elle la situation du pays, comment appréhende-t-elle son histoire politique et comment elle envisage l'avenir. Voilà, donc je vais laisser s'entraver la parole d'abord en anglais. Je me suis donc proposé de réfléchir avec vous sur un sujet ainsi articulé. La cohabitation en Mauritanie, problème et esquisse de solution. Vous comprendrez que c'est un peu ambitieux, même très ambitieux, de vouloir parler de la cohabitation, de ces problèmes et s'efforcer de dégager une esquisse de solution. Mais bon, nous allons réfléchir ensemble. J'ai pensé que le sujet en lui-même était en lui-même assez pertinent et surtout qu'il recoupait en ce moment avec les préoccupations fondamentales des Mauritaniens. Et dans un deuxième temps, nous allons, ce qui va nous amener, en tout cas de mon point de vue, à la mise en exergue de la question du racisme d'État, et que nous allons mettre justement, prouver, en revisitant un tout petit peu l'histoire. Donc nous procéderons, nous allons un peu dans une rétrospective voir l'histoire du racisme d'État en Mauritanie. Et là, rassurez-vous, je ne serai pas assez prolifique, je voudrais juste soulever là un certain nombre d'événements qui, dans l'histoire récente, l'histoire politique récente de la Mauritanie, ont été assez importants. Et en troisièmement, nous allons nous efforcer de faire un peu l'état des lieux. Quatrièmement, nous dégager une esquisse de solution. Et enfin, parler des méthodes d'action. Voilà. Bien. La cohabitation, quand on parle de cohabitation, où que ce soit, et particulièrement dans le contexte mauritanien, cela suppose qu'il y a des entités anthropologiques, des entités sociales qui vivent ensemble, qui partagent un territoire. Et pour le cas précis de la Mauritanie, la meilleure manière de parler de la cohabitation, c'est de la définir au plan démographique. Elle pourrait ainsi être définie comme étant une nation, encore que nous allons discuter ce terme, mais disons un pays qui est composé par une population biraciale et multilinguistique. Biraciale parce qu'il y a deux races, globalement les communautés noires de Mauritanie dans lesquelles on retrouve ceux que l'on appelle communément les négro-africains, Halpulaar, Soninké, Wolof et les Haratines qui forment les communautés noires de Mauritanie. Et de l'autre côté, vous avez les arabo-berbères qui sont de race blanche, de culture arabe. Et ce qui suppose quoi? Ce qui suppose que cette définition nous permet de nous rendre compte d'une chose qui est évidente, qui est loin des discours de type démagogique, qui jusque-là ont voulu instituer que la Mauritanie était déjà un État-nation, ce qui est complètement faux. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation est un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis par des liens à la fois spirituels et matériels et se conçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Sinon, ce n'est pas du tout en soi une nation. Donc, ainsi, cette définition plaquée au contexte mauritanien, nous pourrons ainsi dire qu'il y a pratiquement autant d'ethnies que de nationalités. Ou alors, à la limite, pourrions-nous parler de deux grandes nationalités. D'une nationalité négro-africaine, parce que les similitudes culturelles qu'il y a entre les Halpulaar et les Soninké et les Wolof pourraient peut-être nous amener au-delà des divergences linguistiques à nous dire qu'il pourrait ou alors qu'il tendrait à constituer une nation au sens anthropologique même du terme. Et naturellement, il y a la nation arabo-berbère en soi. Et ce qui suppose donc qu'il y a des entités qui sont différentes racialement, différentes linguistiquement, différentes culturellement. Et c'est d'ailleurs cette cohabitation historique entre négro-africains et arabo-berbères qui a fini par pondre cette communauté tampon que l'on appelle les Haratines, que l'on pourrait ici définir comme étant les esclaves et anciens esclaves.
hein, qui au gré de l'histoire, aurait constitué un peu la résultante des exactions qui ont été commises dans l'histoire et qui ont amené ainsi ce qui constitue aujourd'hui la majorité de la population mauritanienne, car les Haratines font quand même autour de 45% de la population de la Mauritanie, eh bien, c'est une sorte de boulet qui interpelle notre conscience. Et je dis que les Haratines sont par définition hybrides parce qu'ils sont racialement noirs, ils sont linguistiquement arabo-berbères et ils sont culturellement hybrides. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces aspects de la question. Et c'est cela donc, ce sont ces différences-là, mais également ce sont ces similitudes, mais également ces différences, voire ces contradictions qui font qu'il y a, depuis sa naissance, un réel problème de cohabitation en Mauritanie. Les termes ont changé, les appellations changent, mais la substance, la quintessence reste la même. À un moment donné, les premiers nationalistes préféraient parler de la question nationale. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons trouvé le terme cohabitation beaucoup plus explicite. Mais tous ces termes font allusion à la même chose. Et donc, il y a cohabitation parce qu'il y a similitude et différence entre des entités cohabitantes. Maintenant, la cohabitation devient en soi un problème lorsque la gestion de ces différences-là n'est pas du tout faite de manière équilibrée. Lorsque la gestion de ces différences est faite de sorte que, eh bien, une seule communauté s'arroge l'ensemble des droits, s'accapare de l'ensemble des richesses, s'accapare de l'avoir, du pouvoir et du savoir, et marginalisant ainsi de facto les autres communautés noires. D'où la notion de racisme d'État. Racisme parce que, eh bien, la communauté arabo-berbère de race blanche, qui semble marquée minoritaire, à mon avis, elle fait moins de 20% de la population, qui marginalise la majorité noire qui fait plus de 80% de la population. Donc il y a problème entre races, cohabitation entre races. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Mais à partir du moment où il y a ce problème donc, racial, et nous disons qu'il y a racisme d'État lorsque le racisme ne se situe pas seulement entre les individus. Lorsque le racisme est en quelque sorte instrumentalisé, mis en œuvre par l'État lui-même, et cela de tout point de vue. Nous reviendrons certainement sur ces questions dans les autres parties. Et pourquoi donc nous disons qu'il y a un racisme d'État? Eh bien, ce racisme d'État-là, c'est lorsque, par exemple, au sein du gouvernement mauritanien, et cela depuis 1960 à nos jours, il y a une loi non écrite nulle part, de 1/5, qui fait que sur un gouvernement d'une trentaine de ministres, systématiquement, au grand maximum, les Noirs ont seulement 5 portefeuilles ministériels. Et encore qu'on s'arrange toujours pour que ces 5 portefeuilles ministériels soient donnés à des nègres de service qui obéissent à l'œil et au doigt des autorités qui les ont employés. C'est lorsque, eh bien, sur les investissements, plus de 83% des investissements à moyen et long terme en Mauritanie sont effectués non pas dans les villes du sud qui sont pourtant les plus pauvres, mais complètement au nord. C'est lorsque, eh bien, pour prendre un exemple très précis, le nord est extrêmement vaste, mais il est relié d'un bout à l'autre à la capitale, à Nouakchott. Alors que jusqu'à présent, en dépit du flux et de la densité de cette population, le Guidi Maha, par exemple, reste complètement abandonné, et jusqu'au moment où je vous parle, eh bien, pendant les saisons de pluie, beaucoup de populations de ces populations de Guidi Maha là, lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes d'évacuation, risquent leur vie parce qu'il n'y a pas de goudron entre Nouakchott et Siliberi. Et enfin, donc, il y a racisme d'État lorsque donc l'éducation, lorsque les forces armées, dans les forces armées et de sécurité, eh bien, sur un concours quel qu'il soit au sein de ces forces armées-là, surtout pour ce qui est en tout cas des officiers, sur une douzaine d'officiers que l'on recrute, il y a au maximum 2 mois. Et l'exemple le plus terrible qui nous a été donné l'année dernière, qui devient déjà maintenant l'année d'avant, avec l'ouverture du collège militaire,
eh bien, ils ont recruté 90 enfants qui vont subir leur cursus dans un nouveau collège dit militaire et qui vont sortir comme les officiers. Ce sera un peu là les futurs officiers supérieurs des forces armées d'ici 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ils avaient recruté 90 gosses et les 90 gosses sont arabo-berbères, pas un seul noir. Nous avons crié, conférence de presse, crié, c'est en ce moment-là, avant l'ouverture des écoles, ils sont allés chercher 3 noirs pour colorier un peu. Donc maintenant, nous avons un effectif de 93 enfants soldats. Eh bien, et sur ces 93-là, les 90 sont arabo-berbères. Vous ne pouvez pas du tout justifier cela face à une démographie où nous faisons plus de 80% de la population. C'est cela le racisme d'État. Donc c'est lorsque l'État lui-même met en œuvre et déroule un système qui se veut raciste, exclut, et lorsqu'une minorité, parce que simplement elle s'est accaparée du pouvoir, exclut une écrasante majorité de la population. Et donc le terme de racisme d'État est à mon sens particulièrement pertinent, même s'il a été pendant très longtemps combattu par beaucoup de gens, et cela porte parfaitement à tort. Et le racisme d'État, donc, dans le cadre de cette histoire-là, il faut l'illustrer à travers l'histoire, et pour savoir qu'il ne descend pas du ciel. Ce racisme d'État ne date pas d'hier ou d'avant-hier, et ça, je le dis pour les nouvelles générations qui sont là, qui ont tendance un peu à croire que c'est un phénomène nouveau, un phénomène à la mode. Non. Ce racisme d'État a été pratiquement, disons, il est né avec la Mauritanie. Il a existé avec la Mauritanie dans sa genèse même. Et j'en veux que, nous avons rappelé là un certain nombre d'événements. Dès 1966, des événements vont secouer l'ensemble de la Mauritanie. Donc nous sommes à 6 ans après les indépendances. Qu'est-ce qui va se passer? On va... Parce que simplement, on voudrait, sous le prétexte fallacieux, et nous sommes sous le régime de Mokhtar Ould Daddah, sous le prétexte fallacieux, donc, il veut aboutir à une indépendance complète de la Mauritanie, qu'il faut donc réformer l'éducation, faire que la Mauritanie soit plus indépendante, on entreprend une réforme du système éducatif. Et qu'est-ce qui se passe à travers cette réforme du système éducatif? Eh bien, on décide donc d'abandonner l'enseignement hérité du colonisateur, ce qui est bien. Les négro-africains non plus ne sont pas contre le fait que l'on soit indépendant autant que faire se peut. Mais bien, seulement lorsque l'on décide de substituer cet enseignement-là, on voudrait le remplacer par l'enseignement en langue arabe. Comme si la Mauritanie n'était faite que d'arabe. Comme si tous les Mauritaniens devaient s'exprimer en langue arabe, niant de facto l'existence des communautés négro-africaines. Et naturellement, les élèves déjà du lycée national de l'époque vont entrer en révolte, entrer en grève, exigeant tout simplement, combattant ainsi cette réforme. Et cela va se traduire pratiquement par une situation d'insurrection, une situation de guerre civile qui fera 3 morts. Et ils recevront d'ailleurs le soutien d'une élite intellectuelle négro-africaine qui va publier un document très célèbre que l'on appelle le Manifeste des 19. C'est encore ici. La nouvelle génération à laquelle j'appartiens, et c'est important que cela se dise, c'est l'occasion pour moi de rendre ici un hommage vibrant à ces pionniers de la contestation, à ces pionniers qui se sont battus déjà très tôt pour l'avènement d'une Mauritanie non raciale. Eh bien, cette contestation-là va servir à quelque chose parce que le régime de Mokhtar Ould Daddah va quand même reculer, mais seulement ce sera un recul de courte distance parce qu'ils reculeront pour mieux sauter. Et plus tard, seulement en 1979, donc presque je crois 13 ans après, ils reviendront à la charge. Et cette fois-ci, se disons, puisque les négro-africains contestent l'imposition de l'arabe, il faudra le faire de manière beaucoup plus insidieuse. Voilà pourquoi la réforme de 1979, pour parler d'elle, a été beaucoup plus insidieuse. Eh bien, certains en parlent en termes de circulaire 02, de cette fameuse circulaire qui augmentait de manière exponentielle le coefficient de l'arabe le coefficient de l'arabe sur les autres matières. Et du coup, là aussi, un certain nombre d'élèves et étudiants, des mouvements comme le mouvement des élèves et étudiants noirs, entre autres, vont entrer en révolte et amener ainsi le régime à une forme de secousse qui va se traduire par des négociations. Et dans ces négociations-là, pour lâcher un peu du lest, ils accepteront, sur la proposition de cette élite intellectuelle négro-africaine de l'époque, le principe de
de promouvoir les autres langues nationales mauritaniennes. Ils vont ainsi créer l'Institut des langues nationales. C'est en 1979. Eh bien, dans le document qui portait création de cet Institut de langue nationale, cette institution avait la mission d'expérimenter l'enseignement de ces langues nationales pendant 10 ans, de créer l'outil pédagogique. Au bout de ces 10 ans, si l'expérience est concluante, on passait à une deuxième phase d'introduction effective du Pulaar, du Soninké et du Wolof dans le système éducatif au même titre que l'arabe. Voilà le principe qui avait été retenu, et cela sous la pression de l'opinion publique négro-africaine. Nous étions en 1979, et là encore, j'avais 5 ans. J'ai dit que le combat, cela fait très longtemps qu'il se mène, et nous avons le devoir de le poursuivre sous cet angle-là. À partir de ce moment-là, bien, cela veut dire qu'en 1989, donc 10 ans après, puisqu'il fallait pendant 10 ans expérimenter, nous devions passer à la deuxième phase. Vous avez certainement, ceux qui étaient à l'intérieur du pays ont dû remarquer dans toutes les grandes villes du Sud des classes expérimentales où on apprenait le Pulaar, le Soninké, le Wolof, et globalement l'expérience a été bien concluante. Seulement en 89, où il fallait passer à la deuxième phase d'introduction de ces langues dans le système éducatif, non seulement on ne voulait pas entendre parler du Pulaar, du Soninké, Wolof comme étant des langues mauritaniennes, mais en plus on ne voulait même pas accepter que la Mauritanie était un État biracial et multiculturel. Et en 1989, les nasseristes et autres racistes arabo-berbères ont conçu, planifié un vaste plan de dénégrification de la Mauritanie qui attendait seulement une braise. Et cette braise, ils vont en profiter à cause d'un différend frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal. On fait monter les enchères, on demande aux Sénégalais de rentrer chez eux, on se met à les attaquer dans les rues de Nouakchott en créant en toutes pièces des milices encadrées par les forces armées de sécurité. Et lorsque l'on finit par rapatrier tous les Sénégalais, on se dit, c'est le moment ou jamais de régler notre problème, le problème de ces Noirs une bonne fois pour toutes. Et on fait suivre. Plus de 120 000 Mauritaniens cette fois-ci, Noirs Mauritaniens, seront déportés de l'autre côté. S'ils ne sont pas déportés, ils ont sous la menace, ils vont être obligés de s'enfuir également pour aller au Mali. Nous nous retrouvons ainsi dans une situation, et je l'affirme, et je pèse bien le mot, c'est une véritable situation de génocide, parce qu'à un moment donné, l'État du Sénégal ne voulait plus accepter de prendre des gens qui sont dépossédés de tout, qui étaient des boulets, qui risquaient de remettre en cause la sécurité de l'État du Sénégal. Eh bien, ils vont tout simplement se dire, nous ne prenons plus personne, nous ne pouvons plus prendre, faites-en ce que vous voulez, ce sont vos compatriotes, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, le régime se dit, maintenant, puisqu'on ne peut plus les rapatrier hors des frontières, on les élimine. C'est le début du génocide, qui va s'étendre d'ailleurs du reste jusqu'en 1992. À mon avis, entre 50 000 et 80 000 personnes sont mortes. Il n'y a jamais eu d'enquête. Si on me dit que le chiffre est de trop, eh bien, si les autorités pensent que le chiffre est de trop, qu'elles acceptent le principe des enquêtes et qu'ils vont faire la lumière sur ces événements pour que nous sachions combien de personnes sont mortes, dans quelles conditions ces personnes-là sont mortes. Bien. Ce que cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'en 1989, au moment où on devait passer à la mise en œuvre de cette fameuse réforme qui allait enfin donner l'espoir de l'avènement d'une Mauritanie non raciale, d'une Mauritanie égalitaire, on passe à la vitesse supérieure pour tout simplement exterminer les Mauritaniens. Et donc c'est toute cette situation qui va d'ailleurs amener à une prise de conscience de plus en plus généralisée un certain nombre de forces politiques pionnières négro-africaines. Autour des années 1983, eh bien, plusieurs organisations vont entrer en synergie pour créer les Flammes, les forces de libération africaines de Mauritanie. Et 2 ans après, le premier document va être signé. C'est le manifeste du Négro-Mauritanien opprimé que je vous conseille de lire et de relire. Moi, je le relis pratiquement tous les ans et croyez-moi, à chaque fois que je relis ce document, j'ai l'impression qu'il a été rédigé hier ou avant-hier tellement il est actuel. Avec cette seule différence, c'est que les statistiques que l'on retrouve dans le manifeste du Négro-Mauritanien opprimé, eh bien, en général, qui tournent autour de 25-80%, le problème est devenu pire. Maintenant, si on refaisait les statistiques, eh bien, sur la réforme, lorsque l'on a, par exemple, il y a cela 2 ans, chamboulé l'organigramme du ministère de l'Intérieur, où on a procédé par des nominations partout, sur 98 nominations, il y avait seulement 8 Noirs et 90 nominations concernant les Arabo-Berbères. Donc, les statistiques donc, vont tout simplement en s'amplifiant. Et en 87, vous le savez, il y a eu une tentative de putsch, mais seulement
Et quand je rappelle ces événements-là, je ne les rappelle pas seulement pour les rappeler. Je les rappelle encore une fois pour montrer comment est-ce que se traduit ce racisme d'État-là. En 1986, j'ai dit que lorsque les flamistes vont écrire le manifeste du négro mauritanien opprimé, ils seront tous mis aux arrêts alors qu'ils n'ont fait que dénoncer une situation réelle et en plus demander l'ouverture d'un dialogue pour le règlement définitif de la question. Et d'ailleurs, le document se termine par un appel à l'ensemble des communautés, des communautés mauritaniennes. Mais ce qui va se passer, c'est que eh bien, non seulement on va les mettre aux arrêts, les juger, et pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, pour un délit d'opinion, des hommes et des femmes sont condamnés pour des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la Mauritanie. Et jusqu'au moment où je vous parle, pour des délits d'opinion, jamais on n'a vu un arabo-berbère qui a été jugé, qui s'est retrouvé condamné même à une année. Et en 1987, c'est la même chose parce que simplement des négro-africains militaires ont eu à songer à s'accaparer du pouvoir. Alors que les coups d'État en Mauritanie, nous en avons connu, ou alors je veux parler des tentatives de coups d'État, pour être précis, parce que ce n'est pas un coup d'État, il n'a jamais connu un début d'exercice. Donc les tentatives de coups d'État, on en a connu rien que sous le règne de Maouya aussi d'Ahmed Taya, une bonne vingtaine. Mais puisque cette fois-ci c'était des Noirs qui ont osé s'accaparer du pouvoir, ça n'était de trop. Qu'est-ce que l'on fait? On les juge et on en décapite 3. Si Saïdou, Sar Amadou, Basseidi vont se retrouver jugés, condamnés à mort et exécutés. Leurs autres camarades seront condamnés à des peines lourdes et envoyés là-bas au bagne de Walata. Allez-y rejoindre vos autres amis qui font des malins. Donc, la justice n'a jamais été là pour tout le monde. Et pourtant, nous le savons. Le coup d'État de Wulhanana quelques années plus tard, qui lui n'a pas été une tentative de coup d'État, il a été un coup d'État qui s'est exécuté, qui a échoué, qui s'est traduit par 26 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une seule personne qui a été exécutée? Mais non, parce qu'en Mauritanie, un blanc, un arabo-berbère a le droit de songer à prendre le pouvoir. Quand on le prend, c'est pas grave, on le sanctionne. Mais un noir ne doit jamais songer à prendre le pouvoir en Mauritanie. C'est cela le racisme, c'est également cela le racisme d'État, traduit sous l'angle de la justice. Et en 1999, on nous dit, bon, ben écoutez, parce qu'ils n'en ont pas terminé. Jusque-là, toutes les réformes qu'ils ont mises en œuvre, avec l'objectif d'assimiler par voie de force les populations négro-africaines pour en faire des nègres arabes, les assimiler culturellement, linguistiquement. Ainsi, nous deviendrons, au bout de quelques années, un peu comme les Noirs que vous voyez en Tunisie, en Algérie, qui sont des nègres arabes. C'est cela l'objectif. Eh bien, mais ils n'ont jamais réussi à le faire. En 1966, ils ont échoué. En 1979, ils ont échoué. En 1999, ils reviennent à la charge. Ils se disent, parce que jusque-là, on avait un système dualiste. Ça veut dire qu'il y avait d'un côté les dits bilingues, globalement les négro-africains, et les arabisants. Mais ils se sont dit, mais tant que il en sera ainsi, nous leur donnons quelque part un refuge. Tous les négro-africains vont se réfugier dans la filière bilingue et résistent ainsi à l'assimilation. Hein? Ce n'est pas étonnant si moi encore aujourd'hui, je suis incapable de m'exprimer correctement en Hassania. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, mais c'est parce que nous appartenons à une génération qui, par résistance, refuse de s'exprimer dans cette langue-là, refuse d'apprendre cette langue-là. Bien, eh bien, il faut entamer une réforme, mettre un terme à cette dualité dans le système éducatif. De cette manière-là, ils n'auront d'autre choix que de parler l'arabe, de comprendre l'arabe, et ainsi nous réussirons à leur imposer. C'est cela l'esprit de la réforme de 1999, du moins interprétée par moi. Et nous étions à l'université de Nouakchott, quelques-uns de mes anciens camarades sont là, M. Sao et autres. Je me rappelle que nous avions mobilisé nos camarades de la faculté de droit, de la faculté des sciences et techniques, nous avions organisé une grande assemblée générale à l'université de Nouakchott, où nous avions la réforme qui était, je me rappelle, en 17 articles votés à l'Assemblée nationale, parce que la fameuse démocratisation est passée par là depuis 1991. Eh bien, et pour expliquer un peu que nous devrions nous mobiliser pour tenir cette réforme en échec. Nous avons échoué.
Nos camarades n'ont jamais voulu nous suivre. Et c'est vrai qu'ils avaient utilisé une communication assez intense. Nous n'avons rien pu faire face à cette réforme-là qui s'est retrouvée votée. Et naturellement, pour toujours, et d'ailleurs, s'ils ont réussi là encore à berner l'opinion négro-africaine, c'est parce qu'ils leur ont dit, écoutez, vos langues nationales, nous ne les nions pas, nous leur donnons un statut supérieur. Donc nous supprimons l'Institut des langues nationales, c'est vrai, mais nous créons un département à l'université, donc vos langues nationales, elles évoluent. Ce qui était complètement faux. Beaucoup ont cru. Nous n'avons pas pu, ou nous n'avons pas su à l'époque expliquer que c'était tout simplement une arnaque. Et la preuve, c'est que quelque part, c'est un département, parce que c'est un département qui appartient à la faculté où j'enseigne moi-même, et c'est un département qui n'existe que sur les textes. Et pourquoi? Parce que on crée un département et on est sûr que personne ne va s'y inscrire, parce qu'au bout du compte, il va former des gens qui n'auront aucun débouché. Qui va s'inscrire dans un département où, au bout de 4 ans, il aura une maîtrise, où il risque tout simplement de ne pas trouver du travail. Donc, ils l'ont fait pour nous obnubiler, mais et d'ailleurs, depuis quelques années, le Pulaar ne s'enseigne plus dans ce département, qui est dirigé par M. Ouad. Cela, c'est un autre combat. Voilà donc, vous voyez donc que l'histoire de la Mauritanie, presque de manière régulière, eh bien, nous permet bel et bien d'admettre l'idée qu'il y a un racisme d'État qui est né avec la Mauritanie elle-même et qui se poursuit. Ce qui m'amène donc au deuxième point de mon exposé, l'état des lieux. En ce moment, où en sommes-nous? Au plan économique, les Noirs n'ont même pas les 10% des richesses de la Mauritanie. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez les négro-africains qui essaient un peu de sortir des lots, et cela grâce d'ailleurs à notre diaspora que vous êtes, qui arrive encore à envoyer, à impulser une forme de dynamique économique. Mais globalement, les Haratines qui font plus de 45% de la population, eh bien, n'ont pratiquement pas accès à l'école. Et n'ayant pas accès à l'école, je veux dire pour l'écrasante majorité des Haratines, eh bien, ils n'ont aucune possibilité d'accéder à cette promotion sociale. Et la majorité donc est docker, et encore une situation extrêmement difficile, que lorsqu'ils réclament de décharger un camion avec 500 oublias de plus, on va chercher des manœuvres au Mali et au Sénégal pour leur dire, si vous ne voulez pas faire le travail, restez là. Et rien que l'an dernier, vous avez dû certainement entendre parler de la grève des dockers que nous avons essayé de soutenir, et il a fallu d'ailleurs à un moment donné en arriver aux mains pour que les Maliens rentrent chez eux et que les commerçants consentent à augmenter un tout petit peu. Une situation donc économique désastreuse pour les communautés noires. Une situation politique, et je l'ai déjà dit, aujourd'hui encore, il y a la fameuse loi en 5e au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement c'est très visible, mais lorsque vous descendez au niveau des postes des secrétariats généraux et des directeurs, eh bien, vous avez à peine, sur 100 nominations, vous avez à peine 16 nominations de Noirs. Halpula, Soninké, Wolof et Haratin compris. Au plan de l'éducation, nous en sommes là. Et nous en sommes là parce que jusqu'au moment où nous parlons, en dépit de tout ce qui a été fait, l'introduction de nos langues nationales, du Pulaar, du Soninké et du Wolof dans le système éducatif n'est pas encore à l'ordre du jour. Et enfin, l'école publique est complètement abandonnée. La corruption fait que l'élite intellectuelle en ce moment à l'intérieur du pays n'a pas du tout envie de faire quelque chose pour que l'éducation s'améliore, parce que dans tous les cas, eux, ils ont les moyens pour amener leurs enfants dans les meilleures écoles. Et il se trouve que là encore, ceux qui n'ont pas les moyens donc pour éduquer leurs enfants, ce sont les communautés noires, les peuples de Soninké et les Wolofs, qui vont faire de très mauvaises scolarités et qui auront moins de diplômés, et vous voyez donc que le rouleau compresseur se poursuit ainsi. Les forces armées de sécurité, là c'est une autre catastrophe. J'ai l'habitude de dire que l'un des problèmes fondamentaux de la Mauritanie, ce sont ces forces armées de sécurité. Et en ce moment, ce sont elles qui font et qui défendent les pouvoirs. Lorsqu'un pouvoir n'obéit pas exactement à leur dessein, elles n'hésitent pas du tout à le défaire. Mais seulement au niveau des forces armées et de sécurité, notre représentativité tourne autour de 10%, surtout au niveau des officiers et sous-officiers. Or, il se trouve que, comme par hasard, ce sont ceux-là qui peuvent planifier les coups d'État, les faire ou alors influer sur le cours des événements.
De sorte qu'il n'y a aucune chance, de ce point de vue-là, que nous puissions là aussi émerger de l'eau. Quatrièmement, donc, nous allons, ce qui va m'amener à parler d'une esquisse de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Dans un premier temps, il faudrait que l'ensemble des forces politiques, je ne sais pas quel moyen il faudra utiliser, mais il faudra amener les Mauritaniens, quels qu'ils soient, à accepter le principe d'un débat national sur la cohabitation. Rien de véritablement conséquent, à mon sens, ne pourrait avoir lieu sans ce débat-là. Tout cela pour deux raisons. À partir de ce débat, nous pourrons aboutir à des réformes de fond qui vont enfin impulser une dynamique susceptible de nous amener à créer une Mauritanie égalitaire, mais également ce débat national permettra de communiquer. Parce que l'un des problèmes focaux, c'est que nous n'arrivons pas à communiquer avec l'autre. Ils ne sont jamais là lorsque nous voulons discuter. Or, lorsqu'il y aura au moins un débat national supervisé par l'État, toutes les communautés seront là, y compris la communauté arabo-berbère. Et là, il va bien falloir que nous discutions sur les questions de fond. Et cependant, après ce débat national, il faut qu'il aboutisse nécessairement à une réforme constitutionnelle. Car il faut que les produits de ce débat-là, il faut que ce débat d'abord aboutisse à des solutions consensuelles sur l'essentiel, sur la gestion du pouvoir qui doit être une gestion collégiale. Il faut par exemple que lorsque systématiquement il y a un arabo-berbère qui soit président de la République, que le Premier ministre soit pris parmi les négro-africains, que le président de l'Assemblée nationale ou alors le président du Sénat soit pris parmi les Haratines, etc., etc. Voilà un peu l'esprit. Je n'entrerai pas dans les détails. Donc il faut que nous arrivions à ce consensus-là, une manière de gérer le pouvoir ensemble. Donc il faut donc, au sortir de ce débat national, que les conclusions qui admettront cette solution consensuelle sur la gestion collégiale de l'avoir, du savoir et du pouvoir soient consignées dans le cadre de la loi organique, dans le cadre de la Constitution elle-même, pour que, dès qu'on inscrira dans la Constitution que systématiquement, par exemple, le encart des portefeuilles ministériels et de toutes les nominations doivent systématiquement revenir aux négro-africains, avouez que là, ça fera véritablement évoluer la situation. Que sur un gouvernement de 20 ministres, eh bien, que les 5 soient systématiquement des négro-africains, etc., y compris pour les postes de secrétariat généraux, de directeurs, y compris dans les forces armées de sécurité. Là, nous pouvons aller vers une Mauritanie de type égalitaire. Et voilà donc, et enfin, dans le cas toujours, pour ce qui est de l'éducation, il n'y aura, à mon sens en tout cas, il n'y aura jamais d'égalité tant que nos langues nationales ne seront pas introduites dans le système éducatif et apprises en tant que telles. Des langues qui ne sont parlées que dans les maisons, c'est des langues qui sont historiquement vouées à l'extinction. Il ne faut pas qu'on s'en trompe. Si nous acceptons le principe que nos langues ne seront pas étudiées, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elles ne seront plus parlées en dehors de la maison. Elles ne seront pas parlées dans les bureaux, elles ne seront pas parlées à l'école, elles ne seront pas parlées en dehors des frontières de la maison. Elles sont vouées à l'extinction. Voyez, tout simplement, ici en France, lorsque vous vivez avec vos enfants, vos langues maternelles ne peuvent pas émerger parce qu'elles ne sont parlées qu'à l'intérieur. Et au bout d'une deuxième, troisième génération d'ailleurs de migrants, elles finissent par disparaître. Les gens s'assimilent. Donc si nous voulons sauver notre personnalité, notre être, il va falloir trouver les voies et moyens d'introduire très rapidement nos langues nationales dans le système éducatif. Dans un premier temps, au moins au niveau du primaire. C'est possible, c'est réalisable. Et j'en profite pour en parler parce que c'est une question d'actualité. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier déjà, ils avaient parlé des états généraux de l'éducation. Mais bon, à un moment donné, ils ont fait machine arrière parce qu'ils auraient appris que les négro-africains, à travers les mouvements actifs, se préparaient là aussi à descendre dans la rue pour demander l'introduction immédiate de ces langues nationales dans le système éducatif. Ils l'ont remis à cette année. Et je viens de lire, il n'y a pas longtemps, la commission a été installée, elle a été créée, la commission de supervision de ces états généraux a été créée et installée officiellement par le ministre. C'est l'occasion, j'ai dit qu'après le combat que nous avons eu à mener et qui du reste presque abouti à l'intérieur du pays pour ce qui est de ces recensements,
nous allons, dans les semaines à venir, entamer un combat de type nouveau. C'est la mobilisation de l'ensemble des négro-africains pour les amener à sortir, pour un seul mot d'ordre, demander que les États généraux de l'éducation en cours qui se préparent prennent en charge cette donnée fondamentale, à savoir l'introduction du pulaar, du soninké et du wolof dans le système éducatif. On ne veut plus attendre, on veut que ça se fasse maintenant, tout de suite, d'ici peut-être l'an prochain ou l'année suivante, mais qu'il faut que ces États généraux prennent cette question en charge. Et c'est possible. C'est possible de le faire. Il suffit tout simplement de sortir, de l'exprimer. On prend des coups, mais bon, on n'a jamais rien sans pour autant en prendre les coups. Ce qui m'amène donc à la dernière partie de mon exposé, méthode d'action. Tout cela, vous pourrez bien me le dire, c'est bien beau. Mais comment est-ce que nous pourrons réussir à mettre ces autorités sous pression pour accepter à lâcher du lest ainsi et à développer un peu cette dynamique de mise sur pied d'une Mauritanie égalitaire? Eh bien, une double action. Une double action sur deux axes. Premièrement, sur le plan de la communication. Ça fait longtemps que nous parlons, il va falloir continuer à parler, écrire, parler, sensibiliser encore et encore, mais dans le cadre de cette sensibilisation, il va falloir à partir de maintenant privilégier un axe fondamental, central, c'est la communication transnationale entre nous et la communauté arabo-berbère. Il va falloir, je ne sais pas quel moyen il faut inventer, mais il faut réussir à les toucher d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque nous avions commencé les sittings dans le cadre du mouvement Touche pas à ma nationalité, au bout du 3e sitting, les quelques morts qui ne venaient plus, eh bien, quelques gens de nos jeunes camarades nous disaient, mais on n'a plus besoin de parler Hassania, ils ne sont pas là, ils sont entre nous, on ne parle pas Hassania. Je leur dis non. Il y en a qui passent, il y en a qui nous écoutent, il faut justement parler Hassania. Et donc, après avoir parlé pulaar, soninké, wolof, français, nous parlions également parce que nous avons besoin qu'ils comprennent notre discours. Qu'ils comprennent que ce que nous ne revendiquons pas contre eux. Nous revendiquons tout simplement notre droit. Le mouvement Touche pas à ma nationalité n'est pas là contre une communauté, il est là tout simplement pour revendiquer les droits des communautés qui sont elles opprimées. Et cela, c'est important. Cet axe de la communication, à mon sens, il est névralgique. Deuxième action. Cela ne suffit pas. Donc, parler, s'exprimer, dénoncer, c'est bien, c'est très bien, c'est important, mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire en plus? Eh bien, c'est là où nous avons dit, au niveau en tout cas du mouvement que je préside, nous avons inventé un concept, c'est celui que nous appelons le harcèlement pacifique, que du reste nous avons commencé à mettre en œuvre depuis l'année dernière, dans le cadre du flair, d'abord, et ensuite, maintenant, dans le cadre du mouvement Touche pas à ma nationalité. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement pacifique? Par définition, c'est un peu une alternative entre, d'une part, la lutte armée, la lutte violente armée, que ces armes soient des bâtons, des armes de guerre ou n'importe quoi, d'un côté, et de l'autre côté, l'immobilisme. Ou bien, nous allons dans une dynamique de combat par la violence parce que le régime est violent. C'est une possibilité, mais est-ce que cette possibilité en ce moment, elle est conforme au contexte national et international? Je réponds que non. Ou alors c'est dire, on ne peut plus changer les choses, ça fait trop longtemps que ça dure, on croise les bras et on ne fait rien, l'immobilisme. Il y a une alternative au milieu, c'est le harcèlement pacifique. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement pacifique? Eh bien, nous revendiquons, dans un premier temps, nous parlons, vous ne nous écoutez pas, nous allons écrire, vous ne nous écoutez pas, nous sortons pour faire des sittings, vous ne nous écoutez pas, nous marchons, vous ne voulez pas nous autoriser, nous marchons quand même. Eh bien, vous allez paniquer, vous allez tirer peut-être, nous remarcherons quand même. C'est cela le harcèlement pacifique. Il faut revendiquer suivant d'une nouvelle manière, d'une manière beaucoup plus dynamique. Nous allons faire face. Et je pense que le contexte, en ce moment, le contexte national et international est assez conforme à cette situation-là. Et c'est ce que d'ailleurs nous avons commencé à mettre en œuvre depuis 2 ou 3 ans avec les étudiants à l'université de Nouakchott, avec la police lorsqu'elle arrête, par exemple, l'an dernier, lorsqu'elle a arrêté des étudiants après les confrontations, elle a arrêté seulement les seuls étudiants négro-africains. Nous sommes allés devant le commissariat. On a amené les nattes, on ne bouge pas, vous ne les libérez pas, on ne bouge pas. Ou vous arrêtez tout le monde, vous n'arrêtez personne. Eh bien, au bout du 3e jour, ils les ont libérés. Eh bien, c'est ce que nous avions fait également dans le cadre du flair qui avait abouti au problème dont vous avez entendu parler. Et c'est ce que nous faisons
avec le mouvement Touche pas à ma nationalité. Lorsque nous sommes arrivés le premier jour des sittings, c'était le 31 juin passé, devant le centre de recensement de Sertra, parce que nous avions lancé l'appel par les réseaux sociaux. Nous avons trouvé alors un déploiement impressionnant de la garde nationale, près de 8 véhicules bien armés. Et nous arrivons, nous étions une dizaine, les responsables. Et on déploie nos banderoles devant le centre. L'officier de la garde arrive, il nous dit non, mais qu'est-ce que vous faites? Nous lui dit nous sommes là pour faire un sitting. Non, vous ne pouvez pas faire de sitting parce que vous n'avez pas d'autorisation. Et je lui réponds que nous n'avons pas besoin d'autorisation pour faire un sitting. Il me dit si vous avez besoin d'une autorisation. Et je lui dis nous ferons quand même le sitting. Et Abdul Biranouan qui était à ma droite lui dit mais écoutez, mais c'est trop facile. Tous les jours devant les grilles de la présidence des Mours font des sittings. Vous n'êtes jamais allé leur demander pour qu'est-ce qu'ils font là. Et parce que simplement, nous sommes des Noirs, nous sommes là pour revendiquer des droits élémentaires, vous ne voulez pas que nous fassions le sitting. Nous le ferons quand même, notre sitting. Nous avons déployé les banderoles. Ou alors, il va falloir nous enlever de là par la force, parce qu'on ne bouge pas. Et alors, il est reparti, se concerter avec ses hommes, il est revenu pour nous dire, bon, sachant que nous étions résolus à faire quand même le sitting, et qu'il fallait nous enlever de là par la confrontation, et il se trouve qu'à chaque fois qu'ils nous ont amenés à la confrontation, ça a créé un désordre beaucoup plus grand. À chaque fois qu'ils le répriment. Ils se sont dit, bon d'accord, donc si vous ne mettez pas de désordre, faites votre sitting. Nous avons fait le sitting. Deuxième sitting à Elmina. Troisième sitting à Terrozier. Et de fil en aiguille, les gens venaient de plus en plus. Lorsque nous avons estimé qu'il y avait suffisamment de monde qu'il fallait passer à la marche, eh bien, après la fête de Korité, nous avons décidé de déclencher le mouvement de masse en le faisant de sorte qu'il essaime, qu'il prolifère à l'intérieur du pays. Il était prévu donc qu'il se déclenche à partir du 10 septembre. Et là, dans un premier temps, il le reprime, mais seulement ça se passe encore très mal parce que les gosses qui en ont ras-le-bol, ils se replient dans leur quartier, ils brûlent des véhicules, ils résistent comme ils peuvent. Et ils se sont dit, mais à chaque fois qu'on réprime, ça se passe mal, alors mieux vaut les laisser manifester. Donc voilà, c'est cela donc le harcèlement pacifique. Et je pense qu'il faudra, dans les jours à venir, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, il faudra s'acheminer vers ce type de lutte-là, parce que nous n'avons pas le choix, parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés, et parce que nous sommes trop faibles pour faire face à un régime qui est militairement assez puissant. Et je vous remercie de votre attention. Alors merci Mamadou Kalidouba pour cette brillante et intéressante intervention, d'autant plus que vous êtes un homme de terrain et en même temps chercheur, donc ça nous a éclairé sur un certain nombre de points. Je disais au début de la conférence, de la série de conférences, que Mehta Moudba était en route, donc il vient d'arriver. Il devait parler de la question de l'identité nationale. Je pense que ça va rejoindre pour beaucoup ce que vient de dire Mamadou Kalidouba. Donc, je vais lui donner la parole pour aller dans le même sens et puis après nous passons aux questions avant de faire une première pause et de laisser intervenir Ousmane Sam. Est très très bénéfique et d'ailleurs la chute de Maria, nous avons beaucoup contribué à la chute de Maria. Et c'est Aziz qui est là, qui a pris le pouvoir, n'a fait que cueillir le fruit et nous voler notre victoire. Les manifestations de la diaspora, ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait, a amené certains militaires à faire un coup d'État. Le coup d'État qui a échoué de Hanan et qui a été repris par Aziz. Et je dis encore une fois que le fait de parler et d'écrire est une arme redoutable. Puisque si on lit le Coran, on va y lire Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et Dieu a utilisé la parole. Et il y a un autre qui s'appelle Brice Parrain qui disait que les mots sont des pistolets chargés, je cite. Les mots, c'est des pistolets chargés. Il y a des gens toujours qui nous disent vous parlez et vous ne faites rien. Franchement, aujourd'hui, encore une fois, j'ai eu beaucoup d'espoir dans notre livre. Surtout en voyant un jeune comme Mamadou Kalidou. Je ne le connaissais pas, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'espoir.
beaucoup d'espoir aujourd'hui. Je demande au bon Dieu que le Dieu multiplie des exemples comme lui et qu'il continue à lui donner une bonne santé et longue vie. J'ai été vraiment très, très sensible à tout ce qu'il a dit. Et je dis encore une fois que ce dole, ndonkiyo dole kep. C'est en poulard et je peux le traduire. Si la force n'arrive plus à soulever la charge, que d'autres charges viennent, d'autres plus jeunes pour soulever. Et la lutte va continuer. Et je ne serai pas long, La lutte va continuer et elle doit continuer. Elle doit continuer dans la mesure où on est opprimé. Et personne ne peut accepter l'oppression. C'est inacceptable. L'injustice est inacceptable alors qu'elle se passe en Mauritanie. Les nationalités qui sont 4 ou 5, qui sont opprimées par une seule nationalité. Alors que la Mauritanie est un pays-nation au sens politique du terme et non au sens culturel du terme. Personne ne peut dire « parle-moi mauritanien ». Quelquefois mes enfants me disent « papa, parle mauritanien ». Je dis « on ne peut pas parler mauritanien ». On ne peut pas parler mauritanien. On peut parler Peul, on peut parler Poula, on peut parler Hassania, on peut parler Bambara, on peut parler Soninki, mais on ne peut pas parler mauritanien. Donc il y a beaucoup de nationalités qui se sont constituées, qui ont formé la Mauritanie, et une seule nationalité veut bouffer les autres. C'est impossible, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas. Et il y a quelqu'un qui vient de dire que la violence ne résoudra pas le problème. Moi, je crains un jour que la violence vienne s'installer en Mauritanie à cause de ce que ces bassistes et ces nassiristes sont en train de faire en Mauritanie. D'abord, en appelant la Mauritanie Blatchingit, alors que la Mauritanie n'est pas Blatchingit. Dis-leur que la Mauritanie n'est pas Blatchingit. C'est pas Blatchingit. À longueur de journée, Blatchingit, à la radio, à la télé, il faut que ça s'arrête. C'est pas Blatchingit, c'est la Mauritanie. Et je m'arrêterai là, puisque à chaque fois je suis long. Aujourd'hui, je vais être... Merci les conférenciers d'avoir apporté une certaine compréhension et d'aiguiser encore mon sens de la Mauritanie. Ma question se poserait sur ces points. Vous nous invitez à faire l'économie de l'affrontement armé parce que tout simplement, à votre point de vue, les conditions ne sont pas bonnes. La chose qui m'intrigue est la suivante. Quand un peuple opprimé par un pouvoir aussi réactionnaire et raciste, quand la masse populaire s'élève pour revendiquer les droits fondamentaux de chaque être humain et que ces mêmes masses se fait massacrer par l'armée, d'après vous, les conditions nécessaires à la lutte armée est réunie ou pas? Quand le taux de mortalité infantile est parmi les plus élevés de l'Afrique, de surcroît du monde, faute des hôpitaux et des soins appropriés, pour moi, les conditions nécessaires à la lutte armée sont réunies. Nos pères, nos aînés, aujourd'hui nous, ils ont battu les pavés avant nous. Nous s'inscrivons dans cette continuité. On bat les pavés. On est face à des gens dans la construction, en tout cas de leur vision qu'ils ont de la construction de l'État-nation, se déclarent sans état d'âme pour en tout cas réunir les peuples tels en troupeau sur un pâturage du nationalisme. Alors, puisque ces gens-là, ils nous le disent, ils sont sans état d'âme, c'est des animaux. Je ne vois pas comment on pourrait encore discuter avec des gens qui n'ont pas d'état d'âme, puisqu'eux-mêmes, ils leur disent, ils sont sans état d'âme, c'est des animaux. Alors, comment pouvons-nous faire encore l'économie de l'affrontement
armés avec ces gens-là. Nous avons certes les conditions objectives sont réunies. Si les histoires du soulèvement populaire à travers le monde nous enseignent quelque chose, c'est que une fois que les conditions objectives sont réunies, il ne faut pas attendre de réunir les conditions subjectives. Ces conditions objectives sont là, c'est une réalité. On les voit tous les jours. Des peuples qui se font massacrer, opprimés, la confiscation des ressources du pays par une minorité. Ça forme les conditions objectives. Alors, d'autant plus, ces conditions objectives, on les trouve tous les jours dans cette revendication que nos masses proclament. C'est le mot d'ordre, et je terminerai là-dessus, c'est la patrie ou la mort. Merci. Ça me rappelle Feu Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je passerai à Amadou Mahamadou. Moi, je remercie les conférenciers et l'organisateur de ces rencontres, qui sont toujours utiles et constructives. Encore, ça me permet encore, je pense, de nous revigorer et aussi de nous donner du courage dans nos convictions et dans nos luttes. Et à tous ceux qui viennent aussi, de se dire bon, ça vaut la peine de venir. Alors, je pense que par rapport à M. Mamadou Kalidou, vous avez posé la question des stratégies d'élite. Entre autres, vous avez esquissé un certain nombre de points qui me paraissent utiles et nécessaires. Donc on n'est pas les essayer, d'autant plus qu'on en a déjà essayé en Mauritanie. Ce que je trouve quand même surtout ce qui m'encourage dans ces types d'actions, c'est surtout ce qui se passe en Mauritanie. Parce que la diaspora, quand même, n'a jamais baissé les bras. Peut-être qu'elle est couverte par un certain nombre d'actions. Notamment, elle ne craint pas la répression jusqu'à la mort. Et alors que moi, je loue quand même le courage de ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui se battent. Moi, je trouve qu'ils sont plus courageux que moi. Et je les dis merci et félicitations. Au moyen de lutte, moi, ce qui me fait mal surtout, c'est une multitude d'associations, de mouvements, d'associations, de partis, et qui ne se retrouvent pas quand même autour de l'essentiel. À un moment donné, je pense que dans la stratégie de la lutte, il est nécessaire quand même que l'ensemble de ce mouvement et de ces partis trouvent au moins une unité qu'a trouvé au moins les arabo-berbères. Au moins, eux, quand il s'agit de tuer le noir, ils sont uniques. C'est quand il s'agit de stratégie de se différencier de certains types de choses qui se différencient. À ce niveau-là, jusque-là quand même, on ne sent pas quand même une désunion au sein de leur organisation. Malheureusement, au sein des Noirs, je trouve quand même que ça fait quand même... C'est louable qu'il y ait des multitudes d'associations, d'organisations ou de mouvements, mais quand même, il serait utile que l'ensemble de ces associations trouvent, au moins, se retrouvent au sujet du problème majeur de la Mauritanie, qui est notre survie et notre résistance au sein de ce pays. Par rapport à M. Ba qui a fait appel, qui a noté qu'il semble qu'il y a un mouvement de Peul à un moment donné qui s'est décrit comme étant appartenant à des Arabes, qui se définissent comme étant Arabes. Je pense que ça n'engage que la personne qui l'a dit. Et je pense qu'il faut faire... Cette personne, elle fait partie que c'est noir de service. Et il n'y a pas lieu, je pense même de faire mention à cela parce que ça nous commence. Alors, par rapport à défaut des forces armées, c'est-à-dire l'utilisation des forces armées, moi qui suis peureux, d'ailleurs, je pense que... Ça, on le sait maintenant. Terminé. Je pense qu'à défaut de trouver d'autres moyens de lutte pour pouvoir faire valoir notre existence au sein de la Mauritanie, je ne trouve pas mieux que la force armée, même si je n'ai pas encore les moyens ni
les éléments nécessaires pour le faire. Et je pense, je m'arrête là. Peut-être qu'on me donnera beaucoup plus d'explications par rapport aux moyens que vous avez utilisés, mais qui me paraissent, jusque-là, c'est toujours de la perte du côté des fermes. Merci. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les conférenciers pour leur courage et pour toutes ces informations qu'ils ont voulu apporter. Et ensuite, ma question s'adresse à M. Bamamadou Kalilou. Donc, si j'ai bien saisi, vous avez évoqué la paupérisation des négro-africains, des négro-mauritaniens. Vous avez parlé de l'inhibition de certaines langues nationales comme le Pulaar, le Soninké et le Wolof, et l'alarmant problème du partage du pouvoir. Alors, vous n'avez pas fait qu'évoquer les problèmes, mais vous avez aussi parlé de certaines solutions, notamment le dialogue national. Vous insistez beaucoup sur cette solution-là, et je ne vous vois pas parler de la lutte armée que moi je cautionne. Parce que tout simplement, j'ai vu que cette solution a fait ses preuves avec les Sri Lankais. Et tout dernièrement, nous avons vu qu'en Libye, les jeunes se sont soulevés, il y a eu un mouvement qui a été créé, et tout de suite, les armes ont donné la place au peuple qui était opprimé. Donc c'est une solution qui est pour moi à la mode. Vous ne parlez pas de cette solution-là. Est-ce que vous pensez que la lutte armée est impossible au jour d'aujourd'hui en Mauritanie? Merci. Même pas en bateau. Je sors pour dire que je ne veux pas de ça. C'est ce que je fais. Et enfin, pour ce qui est de la lutte armée, je vais vous dire une chose. La lutte armée ne se commande pas. Elle ne se décrète pas. Elle résulte du mûrissement de conditions internes et externes, de conditions nationales et géopolitiques. Et lorsqu'elle mûrit, elle se déclenche toute seule. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ma question tourne autour de la question posée à Mamadou Kali concernant les luttes qui sont faites en Mauritanie. Je pose la question par rapport au flair. À un moment donné, il y a eu la création du flair en Mauritanie qui regroupait un peu les organisations qui luttaient sur plusieurs plans. Et donc, je ne vois plus ce regroupement dans les actions actuellement. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est. Et puis aussi, mon souci aussi, c'est pas un souci, c'est une question. Comment se fait-il qu'il y ait des luttes distinctes entre alors, c'est peut-être touche pas à ma nationalité, ou en tout cas les négro-africains et les haratis. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, ça va dans tous les sens. Les uns sont dans un cadre et les autres dans un autre cadre. Puisque je pense qu'en ce qui concerne la touche pas à ma nationalité, les Haratines étaient aussi concernés, puisqu'ils disaient, d'après ce que j'avais compris par rapport à ce que disait Biram, que 600 000 Haratines étaient concernés aussi par ce problème de recensement. Et pourtant, je les trouve un peu absents de cette mobilisation. Alors que je pense qu'ils sont encore plus même concernés, puisqu'ils n'ont, en Mauritanie, ils n'ont même pas d'état civil. Je vais essayer Un peu de silence. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été directement posées et je laisserai les autres à M. Barr. La première concerne le flair. Le flair, c'est une organisation que nous avions créée l'an dernier. Disons un front. C'est le front de lutte contre l'esclavage, le racisme et l'exclusion. Nous l'avons créé. Pourquoi et comment? Je vais m'efforcer de passer sur les détails parce que ce n'est pas important, mais je pense que l'opinion a besoin de savoir comment et pourquoi le flair ne fonctionne plus. Nous, les camarades avec lesquels je travaille et moi, à l'image, nous avons un principe,
c'est que nous sommes convaincus que le système en place en Mauritanie est si puissant, si fort, qu'aucune organisation, aucun parti politique, quel qu'il soit, ne pourrait seul arriver à bout de ce système. À un moment donné ou à un autre, il faut que les forces que j'appelle progressistes, donc qui prennent tout simplement, qui ont un dénominateur commun, qui prennent conscience que la situation est intenable, inadmissible et qu'il faudra la renverser d'une manière ou d'une autre, il faut que toutes ces forces travaillent ensemble dans une dynamique de synergie. Voilà le principe. Et lorsque nous voyons, que cela soit à travers les discours, à travers les faits et gestes, quelqu'un qui semble développer les mêmes idées que nous allons sans complexe à sa rencontre. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons lu ça et là depuis plusieurs mois les déclarations de Biram Abeid Boulda. J'ai cherché ses contacts, je l'ai appelé, il m'a donné rendez-vous, je suis allé discuter avec lui. Je lui ai dit, compte tenu de ce que je lis de tes déclarations, je pense que nous devrions travailler ensemble. Nous devrions d'autant plus travailler ensemble que je n'attendais pas, d'ici les 20 ans à venir, voire même les 40 ans à venir, un Haratin aussi éclairé que toi. Que pour moi, c'est une aubaine. Nous avons discuté, globalement, nous avions une identité de vue, d'autant plus qu'il a reconnu lui-même, qu'à travers toutes nos déclarations et articles, il reconnaissait que nous prenions également en charge la question de l'esclavage. Nous avons décidé de nous rencontrer à un niveau beaucoup plus élargi de nos bureaux exécutifs ensemble. Nous avons également discuté toute une soirée. Il y avait globalement une identité de vue. Nous avons décidé, nous lui avons proposé donc d'aller chercher d'autres organisations. Peu nous importe qu'elles soient à caractère, que ce soit des partis politiques, des associations, qu'elles aient des récépissés ou qu'elles n'aient pas de récépissés. L'important est que ces groupes-là, ces organisations, appelons-les comme on veut, eh bien, croient la même chose que nous, qu'elles croient, qu'elles font le même constat que nous, c'est-à-dire que la Mauritanie se caractérise par une exclusion, un racisme d'État et un esclavage, qu'elles soient convaincues qu'il faudra combattre ce système, et surtout par le harcèlement pacifique. Si nous sommes d'accord là-dessus, nous allons créer un vaste front pour rompre avec la dichotomie qui existait dans la scène politique mauritanienne entre opposition traditionnelle et mouvance présidentielle, parce que dans la mouvance, elle est à combattre, l'opposition traditionnelle ne prenait pas en charge ces questions que nous considérions comme fondamentales. Aujourd'hui encore, nombreux sont les partis politiques à l'intérieur du pays qui reprouvent le concept même de racisme d'État qui pour moi paraît comme évident. Je me rappelle encore que lorsque j'ai claqué la porte à mon parti, à HDMR, parce qu'il soutenait le coup d'État et tout le tralala, que nous avons créé l'image et que nous avons été invités à rejoindre le front de l'opposition. Et je me rappelle, pour préparer la conférence de presse, qui devait marquer le ralliement de l'image à ce front qui combattait le putsch, Mouloud, qui à l'époque présidait, le président de l'UFP, présidait le front, nous avons passé 2 heures de temps à discuter parce qu'il ne voulait pas, parce que lorsqu'il fallait que je présente d'abord l'image, ses objectifs, il ne voulait pas que je parle de racisme d'État. 2 heures de temps, il a voulu me dissuader. Au bout de 2 heures, je lui ai dit, monsieur Mouloud, si vous que je considère comme un des plus progressistes, tu ne veux pas du tout que je parle de racisme d'État, que tu penses que ça pourrait frustrer certains, ça veut dire que je n'ai rien à faire là, au revoir. Il me dit, alors dans ce cas-là, anime ta conférence de presse comme tu l'entends. C'est vous dire, donc, cette opposition traditionnelle, nous ne la considérons pas comme étant notre adversaire, mais elle ne fait pas suffisamment. Même parfois, elle pousse les gens à la confusion en ne tenant pas le discours radical qu'elle devrait tenir. Donc, il fallait faire émerger un 3e pôle qui va se massifier et rompre avec cette dichotomie-là. Voilà l'idée du flair. Et ils l'ont accepté, nous avons créé donc le flair. Et la première manifestation a beaucoup réussi parce que c'était notre meeting devant la mosquée de Elmina au 6e, au moment où le régime fêtait l'indépendance, le 28 novembre passé. Eh bien, on a fait un grand meeting où les forces de police sont arrivées, nous ont demandé de nous disperser. On leur a dit qu'on ne bougeait pas. Et elles ont fini, au bout du compte, par céder.
Bon, alors, nous avons mis en branle un plan d'action où il fallait dénoncer parfois, lorsque c'est nécessaire, par ce fameux harcèlement pacifique, les cas d'esclavage. Lorsque nous retrouvons un cas d'esclavage, nous le suivons à tous les niveaux. Nous obligerons les forces de police et autres à le prendre en charge jusqu'à ce que l'esclavagiste se retrouve en prison. Même chose, idem, lorsque nous commencerons à réclamer, par exemple, l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, nous passerons de marche en marche jusqu'à ce que l'on ait cette revendication. C'est cela le principe. Et donc, nous avons mis en branle, et j'étais d'ailleurs, entre-temps, avant le 28 novembre, je suis venu ici en France, où je séjourne pour les 12 ans de mes recherches tous les ans du reste. Et donc, il y a eu une action, dans ce cadre-là, après ce 28 novembre, qui s'est mal passée, et qui a conduit nos camarades complètement en prison. Parce que la police a trahi à un moment donné, et certainement aussi parce que l'action elle-même n'avait pas été suffisamment bien préparée. Bon, alors, lorsque je repars, mes camarades, à l'image, avaient été assez frustrés parce que cette action, contrairement au texte du Flair, qui stipule que toute action doit être décidée à l'unanimité par les organisations membres, eh bien, lorsque ils envisageaient cette action, certainement parce qu'ils voulaient aller de manière précipitée, ils n'ont pas appelé le représentant de l'image, en l'occurrence Abdoul Biranwan, qui, lorsque je ne suis pas là, préside l'image. Il n'a pas été joint à la réunion, et on l'a appelé vers minuit pour le mettre devant le fait accompli. Donc, lorsque ça s'est mal passé et qu'ils se sont pratiquement tous retrouvés en prison, il ne voulait pas du tout agir. Parce qu'il me dit, ils ont décidé d'y aller tout seuls, il faut qu'ils assument. Et j'ai usé toute mon influence pour dire, ok, dans le fond, vous avez raison. Ils ont piétiné les textes, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est la première erreur qu'ils font. Nous ne pouvons pas, sur la base de cette erreur-là, croiser les bras, les abandonner dans les griffes du pouvoir. Laissons nos griefs de côté, mobilisons-nous, battons-nous sur tous les plans, nous faisons les libérer. Lorsque nous ferons une réunion de bilan, nous profiterons de l'occasion pour dire que ça et ça n'a pas été. Et prochainement, il va falloir en prendre considération et éviter ce genre d'erreur. Et c'est ce que nous avons fait. Vous avez certainement dû en entendre parler. Et nous ne l'avons pas d'ailleurs fait seul. Nous l'avons fait avec la diaspora qui nous a soutenus financièrement. Il y a eu une coordination ici qui nous a soutenus, qui s'est mobilisée ici. Et nous, à l'intérieur, nous sommes mobilisés sur le terrain par des sittings, des marches, confrontations en mettant en danger l'ordre public, mais également par une action de lobbying auprès des chancelleries, des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis, de la France, de l'Espagne, et surtout le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et toute cette pression s'est abattue sur le régime, de sorte qu'après son jugement, ils n'avaient d'autre choix que de libérer. Et ils ont utilisé donc la voie de grâce pour le libérer. Bon, Biram a été libéré, et entre-temps, avant d'ailleurs, nous on avait dit que tant qu'il resterait en prison, même au-delà des 3 mois d'exercice de la présidence tournante, nous allons le garder comme président, ne serait-ce que symboliquement. Enfin, alors, au sortir de là, nous allons le lendemain le voir, on trouve ça chez lui bourré de monde, avec tout le monde, et au bout de 2 heures, je lui dis très bien, je te laisse le temps de te reposer, avec tous les autres camarades, et une fois que tu seras reposé, tu nous convoques en réunion, nous allons faire le bilan de tout ça. Et le surlendemain, j'ai appris qu'il est parti en Espagne. Exactement le lendemain du jour où nous lui avons rendu visite. Ce n'est pas si grave que ça. Il revient 2 semaines après, et il ne nous appelle qu'au bout d'une semaine, une semaine après son arrivée, pour nous dire quoi? Qu'il a retrouvé un nouveau cas d'esclavage et qu'il voudrait que nous allions tout de suite, qu'on se réunisse tout de suite en urgence pour le prendre en charge. Je lui dis, mais c'est pas comme ça. Il est sorti de prison, ça fait 3 mois que nous nous battons. À un moment donné, dans l'action, dans notre perception des choses, quand on se bat au bout de plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'erreurs, je vous passe les détails. Quand je suis reparti, à Ira, il n'y a que Biram Abed Oulta. Lorsqu'il était en prison, il y avait 2 camps qui se faisaient la guerre. Moi, j'avais du mal à travailler avec eux. Il a fallu que je l'appelle depuis la prison, qu'il appelle les uns et les autres pour les sommer, pour qu'ils se mettent dans les rangs et qu'ils acceptent d'aller avec nous dans la mobilisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est là et on lui dit, je lui dis, il va falloir au moins qu'on se réunisse et que l'on fasse le bilan de tout ce qui s'est passé, les partenaires que nous avons acquis.
parce que les gens de la diaspora qui sont mobilisés, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Surtout les erreurs qui ont été commises. Parce que derrière les membres du bureau exécutif de l'image, auxquels j'ai tordu le cou pour les amener à se mobiliser pour sa libération, malgré qu'ils n'aient pas été associés au départ à la conception de l'action, ils attendaient ce moment-là. Et je lui dis donc, il faut qu'on fasse d'abord un bilan, on dégage une nouvelle plateforme et qui va prendre en compte les erreurs, les atouts, et après nous verrons. Il me dit, bon, ben, pour le moment, nous, l'urgence, c'est ce cas d'esclavage-là. Je vais dire à Balatouré de convoquer la réunion quand il aura le temps. Nous, en attendant, à Irak, on s'occupe du cas d'esclavage. Et ils sont repartis. Voilà ce qui s'est passé. Et ils sont repartis, et ils ont fait leur grève de la faim. Nous, alors là, je ne pouvais plus revenir voir mes camarades pour leur dire, suivons-les quand même encore une autre fois. Mais ils me diront, mais Mohamed Khalid, on ne part pas parce qu'il se trouve que chez nous, que Mohamed Khalid soit là-bas ou qu'il ne soit pas là-bas, les choses continuent de fonctionner. Nos organisations ne sont pas unipersonnelles. Et alors, de fil en aiguille, au bout de plusieurs semaines, ils finissent avec cette affaire, ils consentent enfin, parce que là, dans cette affaire-là, ils ont senti notre absence, que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant si nous étions là. Ils convoquent la réunion, nous y allons. Nous faisons le bilan. Et dans le bilan, lorsque nous leur faisons ce grief-là, M. Biram me dit que le fait que j'ai privilégié cette réunion où il fallait faire le bilan, c'est des histoires de politique. Que lui, il est défenseur des droits humains. Que passer toute sa vie, toute une journée ou des heures à discuter, à faire des bilans, ça ne l'intéresse pas. Ce qui, à mon sens, à notre sens, à Image, était extrêmement grave. Parce que nous voulons combattre un système aussi bien étoffé, et bien qui s'est enraciné depuis plusieurs dizaines d'années. Et on ne s'arrête même pas à un moment donné pour réfléchir, pour savoir où est-ce que nous avons commis des erreurs, pour prendre tout simplement des leçons sur nos erreurs et nos atouts pour avancer. C'est extrêmement grave. Et deuxièmement, moi je reprends la parole, je lui explique que l'erreur fatale qu'ils avaient commise et qui a fait que au niveau de l'image, les gens n'avaient pas dans un premier temps voulu se mobiliser. Je lui dis, s'ils ne s'étaient pas mobilisés, qu'est-ce que se serait passé? Est-ce qu'à l'intérieur du pays, tu n'allais pas être oublié? C'est important à un moment donné de faire le bilan. On se dit les choses clairement et on relance un nouveau plan d'action. Il me dit non, que lui, ce n'est pas sa conception des choses. Et que de toutes les façons, même au moment où nous sommes là en train de discuter, si on l'appelle pour lui dire qu'il y a une victime quelque part, il nous laisse là, il s'en va pour lui porter secours. Et il se lève pour nous dire que ce n'est pas important ce qu'on dit, il rejoint ses amis dans une autre chambre à côté, nous abandonnons dans son salon. Voilà ce qui s'est passé. Et cela, je le dis parce que je n'aurais jamais, je n'en parle pas d'habitude, je ne veux pas aller dans ces détails, mais je pense que l'opinion a besoin de le savoir, surtout au niveau de la diaspora. Et je rencontre, à l'occasion, je convoque une réunion de l'image, je rencontre et je termine que je m'excuse. Je me suis excusé. J'ai dit oui, je vous ai forcé la main, mais je m'excuse, c'est vous qui avez eu raison. Ce monsieur, c'est autre chose. Quelqu'un qui dit rationnellement qu'il faut s'arrêter, faire un bilan, réfléchir, ce n'est pas important qu'il décide tout seul. Et il faut que tout le monde suive. Si on devait faire ça, on n'allait pas quitter Ibrahim Sarr. Non? On a claqué la porte parce que nous avons estimé que c'est que Mohamed Abdelaziz qui a fait le coup d'État non seulement n'était pas là pour défendre, contrairement à ce qu'on disait pour les revendications négro-africaines, mais qu'en plus on ne peut pas être démocrate et cautionner un coup d'État. Et on allait le suivre. On a dit qu'on ne suit pas, on a claqué la porte, on est sorti. Donc c'est pas Biram que nous allons suivre aveuglément en vertu de quoi. Et c'est ça qui fait que le flair ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Et après, il y a eu Djibiso qui a voulu jouer les médiateurs, parce que moi j'ai appelé ceux qui restaient pour leur dire, mais on avance. Qui nous a dit, non, permettez-moi d'aller faire la médiation, d'aller le raisonner, parce qu'il a tort. S'il persiste maintenant, nous allons avoir. Qui est reparti et on ne l'a plus revu. Et entre-temps, nous avons eu des urgences, nous avons dit que nous n'allons pas continuer à croiser les bras, à attendre le bon vouloir de Biram pour qu'il revienne. Non, nous allons continuer à travailler. Et puisque les États généraux de l'éducation se préparaient l'an dernier, parce que nous parlons de l'an dernier, nous avons décidé de créer une commission entre toutes les organisations
qui percevaient les choses comme nous, avec l'objectif de sortir autour de milliers de personnes dehors pour influencer les États généraux afin qu'elles prennent en compte la question de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Et nous étions dans cette dynamique-là jusqu'à ce que les recensements ont été ouverts et qu'il y a eu des rejets massifs de population négro-africaine. On s'est dit, bon, on se préparait à exiger que l'on étudie nos langues. Mais encore, pour qu'on étudie notre langue, il faut que nous soyons mauritaniens. Et c'est la même commission qui est devenue coordination, tout mouvement, touche pas à ma nationalité. Et nous avons appelé les gens à descendre dans la rue. Tout est là. Bien, la troisième question. mi yarlitima moɗon mi yafinima moɗon e julde nde yo Allah rendinen yaafo enen kala e julde e yo Allah rokki en kadi lifi men o kadi mi yettade guitten ɗo mi yetti kadi rentindu e ndeɗo ngoɗo rendo ɗum tan ke duwade taw kadi mi yetti yimɓe rendinɓe ngoɗo rendo ha mbawen rentude heɗe tan goto e men fof ko woni e becce mum ha mbeɗa namdima puɗɗuɗo oɗo Mamoudou Kalidou mbeɗa namdima probléme meɗen enen Mauritaniaɓe enen négro Mauritanien gili fuɗɗi ha joni ene continue no wayni e no fuɗɗirno ni e ɗe koko ɓeydi tan toujours ene ɓeydo est ce que enen ken ɓeydi ustade enen e koye men walla ko haqqillaji men ɓeydi ustade walla ko jangdeji men ɓeydi ustade kono haɗa kam nen ɓeydi tan mi ronki andude holko haɗi ɗum dartade seeɗa walla quand même mi ronki ɗon fan mbiɗa namdi mon mbiɗa wonde e yiyande ma ene wayno hare nde ko ɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni mbiɗa sikki min e hooram so tawi mi saaha so tawi mi ƴeewi no ɗum yaari ni e taari fo mboɗo wiya wonde ko ɗum yarata yeeso holko teppi en holɗo teppa he kono so tawi a ƴewtindima e bangeji he ma taw dans le fond ɗum yaara yeeso kono ko ma mbatta hen haqqille no feewi tan nde ganda wonko ɓosata he wonko ɓosata holko wata addina wiide holko ɓosata mi ɓama tan yeruji ɗiɗi walla tati rawane joni wutti rawande ni ma taw premier ministre waɗi discours muɗum o wi wonde ka ɗo e yeeso hankadi bo ɓe gonno koye wadde feeto ɗemgal arab komin wattoɓe ɗemgal arab ɗemgal ngal ganduɗa hankadi koye muɗum tan jangete ɗemgal ngal ganduɗa e witto koye muɗum tan waɗete ɗemgal ngal ganduɗa ko kañum tan haalete e nder leydi he komin ko ɗum wonno ane makko ministre yontere fawiti hen ministre makko toppitiɗo pinal wi wonde kañumne so wonde ɗemɗe gendije ɗeya pulaar soni ke wolof ene jeeya d'ailleurs ko teppi Mauritanie e yimɓe sukaɓe min liggotono wonɓe jaaɓi ha tirɗe min mbiɗumen e nder yontere huurɗe min gandi so tawi de ko gonga sinno tan ko ministre haalno ko wayni e ɗemɗe pulaar soni ke wolof tawno hande leydi ndi dilli yontere fawiti hen ɓe naati e grève o waɗi hedde yontere balɗiɗi finalement ha waɗi kareli mbiɗa sikki tan on nani haala muɗum e nder ɗiɗon kareli noon yi ha muusi ɓe janana wonde ka ɓennata ɓe neldi ministre de l'éducation ari université rutti ko haalno ko fof yattite hen ha laaɓi wi wonde ko ɗo kay min meeɗa wiide noon d'ailleurs minen amin kormi ɗemɗe ɗe fof o fenni ministre makko janggo e muɗum étudiant ji nasseriste en basiste en kañumen enen jalti mbiyen mbaɗa grève ene kaɗa heddiɓe jangde sibu wonde ko oya minen nomin mbirnono premier ministre o yo yaafno ministre de la culture o yo démission joni ministre de l'éducation ministre d'état ministre de l'éducation kañumni foti ko démission nden noon kadi waɗi confrontation muɗe par ce que min mbiɓe wonde ko on hare nde on pooli ɓe jiiɗi ko tettude polgol so ɓe mbiya ɓe jaltu eɓe kaɗa on janggude oto jaaɓe
ɗum muusi hen donc ɓe jaatiri hen caggal e ɗum ko victoire en soi donc wonko ɓosata sino tan ko hay seeɗa baɗetenoɗo o waɗetaka tawanno wona ɗo jaraten hen donc iɗum ɓosa e tena min mboɗo jogui jorta wonde so tawi en jokkirino e sukaɓeɓe jokki haare yimɓe jokki findinde yimɓeɓe e mbiɗo sikki tan ɗo e yeeso seeɗa caggal haare nde mouvement touche pas à ma nationalité ɗo joni ɓe jatiri hen caggal yimɓeɓe batti unitaire correctement à l'intérieur du pays donc ɗo joni so tawi en gayni nden rogere en puɗɗima rogere wonde la question des langues en ndewi nden rogere kadi ha e des états généraux ko yettata hen ko ɗemɗe ɓe jaɓi ɗemɗe guendiji ɗe ene puɗɗo jangguede ne serait-ce qu'au primaire c'est déjà une victoire seeɗa so yeehi ha ɓooyi tan ma wonno e yiyandam men. Je reprends en français. Pour les autres, ou en soninké si vous voulez. Non, en français, ce sera parce qu'après il faut que tu fasses Wolof sinon. Alors, d'accord. Bon, le modérateur et chef, il veut que je reprenne en... Je veux qu'il reprenne en français parce que sinon il faut faire Wolof aussi. Excusez-moi, mais en général, quand on me pose une question dans une langue nationale, je réponds dans la langue. On me poserait la même question en soninké, je répondrai en soninké parce que je suis de célibat, moi. Donc il veut que je résume en français, je résume en français. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en réalité, en regardant une vue panoramique un peu sur le système mauritanien, on pourrait dire que le combat n'évolue pas. Et je disais que si ces petites batailles, pas seulement celles que nous sommes en train de mener maintenant, mais bien avant, nous, les Flammes, depuis 1986 et toutes les organisations, si ces combats-là n'avaient pas été menés, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là. On aurait été beaucoup plus dans l'embarras, dans la difficulté. Et que récemment encore, si nous avons réussi à pousser le gouvernement, l'an dernier, le gouvernement de Mohamed Abdelaziz, le Premier ministre, à se dédier, parce qu'il avait affirmé qu'ils allaient faire de la langue arabe, la langue de la recherche scientifique, de l'éducation et de la culture, et bientôt, il y a eu un mouvement de grève qui s'est déclenché à l'université, soutenu par les collèges et les lycées, et qui l'a amené à faire machine arrière. Mais s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, il y aurait longtemps qu'il serait passé à la vitesse supérieure. Parce qu'à chaque fois, ils essayent. Et que, voilà, donc on peut avoir parfois l'impression que ça n'avance pas, mais que les choses avancent petit à petit. Et que je suis sûr que si nous poursuivons dans cette dynamique-là, nous réussirons à faire bouger les choses. Je crois que... On n'est pas encore décidé pour changer la situation en Mauritanie. Et pour moi, tout simplement, on a une chance qu'on est en train de négliger. La jeunesse, pour revenir à Sao, la jeunesse est là. Il y a une force latente, mais nous dormons. Et ce n'est pas que la jeunesse, tout simplement, même la vieillesse. Et là, je dirais aussi à Sao, qui disait que les jeunes doivent aller vers les vieux, mais la vieillesse aussi doit faire un pas pour sensibiliser, éduquer la jeunesse. Là, je ne suis pas... Donc, pour vous contredire un tout petit peu. Alors, tout simplement, et je dirais à M. Sao, est-ce que la jeunesse mauritanienne exilée en Mauritanie? En France, pardon. Donc, la jeunesse mauritanienne qui est en France ne perd-elle pas son temps? Est-ce que l'exil, est-ce qu'elle ne perd pas le sens? Elle n'est pas en train de perdre le sens de son exil. Nous allons devenir ici des vieux sans pour autant qu'il y ait changement en Mauritanie. Alors, à M. Ba, votre engagement est-il continu, qui aboutirait peut-être à une création de partis politiques ou pas? Et en subsidiaire, question subsidiaire, est-ce que vous êtes certain que vous pouvez changer la situation en Mauritanie sans les Haratim? Et par rapport au problème qui se pose avec M. Biram, est-ce que vous pensez revenir à la charge pour travailler ensemble? Parce que moi, personnellement, je suis convaincu que sans les Haratim, on ne pourra rien faire en Mauritanie. Et sans nous, les Mauritaniens, moi, Wolof, Soninké et Poula, on ne pourra rien faire sans les Haratim. Et je suis convaincu aussi que les Haratim ne peuvent rien faire sans nous. Donc on est condamnés à travailler ensemble. Alors, si
excusez-moi, monsieur, si vous pouvez, enfin, vous êtes arrivé à un point de non-retour, est-ce que vous avez un autre interlocuteur Haratim? Merci. Les organisations et le coordinateur c'est Abdul Biranwan, vice-président d'Image. Je pense qu'il est très suffisant et vous serez certainement d'accord avec moi pour reconnaître qu'il fait du bon travail. Voilà. C'est M. Djanka qui me demande, qui parle d'engagement continu. Est-ce que mon engagement est continu? Je ne sais pas, c'est à vous de juger s'il est continu ou il ne l'est pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il est continu. Maintenant, par contre, pour votre deuxième question, vous me demandez est-ce que je vais travailler, je ferme la porte ou je vais travailler avec Biram Abeid Oulda? Non, je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte. La preuve, c'est que nous avons conservé tout. Nous travaillons chacun de nos côtés, mais je pense, mon souhait est que l'homme se rende compte que ces méthodes de travail où on décide sans réfléchir, de manière unilatérale, tout seul, sans concertation avec qui que ce soit, c'est des méthodes qui ne mèneront nulle part. Et mon souhait est qu'ils se rendent compte et qu'ils reviennent pour travailler avec tout le monde. La preuve, c'est que nous n'avons pas fermé la porte, c'est que, y compris le site du Flair qui a été une contribution de l'Image, nous l'avons gardé tel quel. Et donc nous restons tout à fait ouverts et je reste convaincu, comme la plupart de ceux qui sont là, que si nous devrions arriver à bout du système en place, très rapidement, il faut une alliance stratégique entre négro-africains et Haratim, donc une alliance entre la communauté des opprimés. Voilà. Sinon, pour terminer, je dis juste dire que je rectifie quand même parce que mon ami Sao dit que j'ai dit qu'il a fui. Il a mis au public une petite... alors que je l'avais tutoyé en privé, non, je ne veux pas dire que la diaspora a fui. Non, c'est pas ça. Je reconnais le rôle important, même prépondérant que joue la diaspora depuis l'extérieur. J'ai l'habitude de dire à ceux que j'ai eu à fréquenter, le fait de rester en France, aux États-Unis ou n'importe, ce n'est pas cela qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de rester les bras croisés et de ne rien faire dans le combat. Donc, où que l'on soit, on peut contribuer au combat d'une manière ou d'une autre. Je pense que la diaspora joue un rôle fondamental. La dernière fois, je l'ai dit d'ailleurs, je vous ai rendu hommage à ce niveau. Dans le bras de fer qui nous a opposé du temps des Flairs avec les autorités, ils nous ont été d'un soutien inestimable. Et aujourd'hui encore, elle reprend le relais du mouvement Touche pas à ma nationalité. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et enfin, j'ai été content d'être parmi vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à la communauté extérieure de Mauritanie. Et je trouve que cet entretien, cette occasion a été très enrichissante pour moi. Je vous remercie.